Aujourd'hui, Nathalie, vous allez parler d'une question délicate. Comment vit-on quand ses parents, son père, sa mère, parfois toute sa famille ont été du mauvais côté de la société? Vous allez nous dire comment on vit le fait qu'ils ont été reconnus coupables de délits, de crimes, de vols, de viols, de pédophilie et qu'ils ont été condamnés pour cela. Oui, Rachel, effectivement, c'est une vraie question. Alors, comment vit-on quand on a grandi dans une société qui prône des valeurs telles que l'honnêteté, la justice, la tolérance, le respect, la non-violence, l'antiracisme, alors qu'un ou plusieurs de ses parents incarnent des valeurs contraires? Que se passe-t-il dans la tête de la fille ou d'un fils de criminel reconnu coupable et emprisonné quand il ou elle se rend à la prison pour lui rendre visite ou tout simplement dans sa vie quotidienne? Comment cette personne gère son statut d'enfant de parents criminels? Alors pour la clarté de mon propos, Rachel, je retiendrai 5 positionnements possibles. Le premier, c'est le refus de la condamnation. Non, mon père, ma mère, ma famille ne sont pas coupables, la justice s'est trompée. Alors pourquoi une telle réaction? Eh bien parce qu'elle permet tout simplement de continuer à aimer le ou les parents que la justice a condamnés et à se penser leur enfant sans que cela réveille une contradiction angoissante, sans qu'on ait à se questionner, à se demander comment mon père, que j'aime et qui est si bon avec moi, peut-il être ce braqueur de banque ou pire encore, ce violeur, ce tueur d'enfants. La seconde réaction psychologique est plus radicale, bien qu'elle ait la même fonction. Il s'agit d'opérer ce qu'on nomme en psychologie un mécanisme de clivage, ce qui revient à séparer le monde en deux, à mettre en place une sorte de frontière psychique étanche entre deux données de l'existence. J'aime mon père, ma mère, ma famille, ce sont des gens très bien, je suis leur enfant, mais ce qu'ils sont en dehors de moi ne me concerne pas, je ne veux rien savoir. Alors il y a une troisième réaction psychologique qui permet de ne pas vivre dans une contradiction anxiogène, c'est quand l'enfant non seulement prend parti pour son père ou ses parents criminels, mais adhère à leur choix de vie et reprend à son compte leurs valeurs et leurs agissements. C'est souvent le cas des enfants de mafieux par exemple, ou même ou des dirigeants totalitaires. Il y a une quatrième voie, Rachel, radicale elle aussi, mais à l'inverse, qui consiste à décider qu'on n'a plus rien à voir avec le ou les parents criminels. Alors on choisit d'opérer une conversion identitaire, on adopte un nouveau nom, on se crée en fait une nouvelle affiliation. Comme cela a été le cas de certains enfants de dirigeants nazis condamnés au procès de Nuremberg, qui se sont convertis au judaïsme et qui sont partis vivre en Israël. Oui, exactement, mais c'est sans doute des cas de figure les plus extrêmes et les plus rares. Et puis il y a enfin une cinquième voie qui demande un courage et une intelligence et une force psychologique hors du commun. C'est celle qui consiste à reconnaître la faute impardonnable des parents, à s'en dissocier radicalement tout en continuant à se dire leur enfant. Alors comment assume-t-on un tel positionnement? Quels sont les ressorts intellectuels et psychologiques nécessaires pour reconnaître le bien fondé de la condamnation des parents et continuer tout de même à assumer sa filiation? C'est ce dernier point que je souhaite approfondir avec vous aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelle La propagandiste de Cécile Desprairies, qui paraît aux éditions du Seuil. Un livre passionnant et remarquablement écrit qui raconte la France antisémite et pro-nazie des années de guerre et d'après-guerre. Alors, ça commence dans la cuisine d'un bel appartement d'un immeuble bourgeois parisien dans les années 1960. L'auteur, à l'époque une enfant, assiste quasi tous les matins à des réunions de femmes. Il y a sa mère, Lucie, à laquelle est consacré ce récit, sa tante, sa grand-mère, qui habitent toutes dans le même immeuble et qui se retrouvent dans la cuisine une fois que le père de famille est parti à son travail. Elles sont à moitié habillées, elles grignotent et papotent et évoquent avec nostalgie leur passé. Elles regrettent le temps de la guerre. C'était si bon, le vol des appartements aux Juifs, les relations avec toutes ces personnalités si haut placées, avec ces ministres de Pétain. Elles font référence à l'activité professionnelle de celle qui était sous Vichy une des responsables de la propagande pro-allemande et antisémite.
C'est la mère de l'auteur, celle à laquelle elle consacre ce livre. Lucie était jeune, brillante, ambitieuse et discrète et avait obtenu un poste important. Elle travaillait en lien étroit avec le commissariat à la question juive, à la propagande nazie et à la spoliation des Juifs. Elle a par exemple été un personnage essentiel dans la conception de l'ignoble exposition antisémite « Le Juif et la France » au Palais Berlitz à Paris. Lucie était une femme étonnante. Elle s'est mariée plusieurs fois. C'était une femme libre, originaire de Bourgogne, issue d'un milieu de parvenus, une sorte de Rastignac au féminin. Après avoir quitté la province et son premier mari avant-guerre, elle est montée à Paris et a épousé l'amour de sa vie. Un étudiant en médecine, un Alsacien pro-nazi qui admirait le diabolique docteur Mengele au point qu'il voulait travailler avec lui. Lucie et l'Alsacien se sont installés ensemble dans un très bel appartement du centre de Paris, un appartement volé à des Juifs déportés. Et le mari de Lucie, tant aimé, est décédé à la fin de la guerre, mais il n'a jamais cessé d'être présent dans sa vie, même mort, même une fois Lucie partie aux États-Unis, tentant d'épouser le fils d'un riche entrepreneur juif afin d'échapper aux possibles poursuites. Alors bon, elle ne parvient pas à l'épouser, ça ne peut pas se faire, elle rentre en France et épousera finalement un homme dont la famille avait été pétainiste, avec qui elle aura ses enfants. C'est l'une d'eux qui raconte son histoire et qui raconte l'histoire de cette famille où tout le monde fut pétainiste, collabo, antisémite et il est resté toute sa vie durant. De fait, Lucie n'est pas la seule de sa famille à avoir occupé un poste important pendant la France de Vichy. L'un de ses oncles, qu'elle fera chanter sans vergogne, car il est homosexuel, a obtenu, grâce à ses fréquentations et son antisémitisme chevillé au corps, des avantages professionnels et matériels non négligeables. Et il a, durant toute la guerre, mené la belle vie. Après la guerre, tout ce beau monde n'a jamais été inquiété, dénazifié et a continué à mener une vie confortable. Comme beaucoup, et par pur opportunisme, ils se sont retournés, ils se sont mis du côté des Américains, alors qu'ils continuaient à être profondément pro-nazis et antisémites. Ce que révèle l'auteur, c'est que sa famille, et on devine qu'ils ne sont pas les seuls, a continué après-guerre à jouir des biens usurpés, biens qui ont été transmis à leurs enfants puisque leurs propriétaires et leurs ayants droit avaient tous été déportés et assassinés. Ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'on découvre à quel point tous ces collaborateurs du régime nazi n'ont en réalité jamais changé d'avis, quand bien même l'Allemagne et les nazis avaient perdu la guerre, quand bien même on prenait partout l'antifascisme et l'antinazisme, que désormais les valeurs admises, imposées à tous, étaient l'antiracisme, l'anti-antisémitisme, et que ce qui était glorifié sous le nazisme était à présent proscrit. Les adultes de cette famille ont continué dans l'antre feutré de leurs vastes appartements parisiens ou de leurs belles demeures en province à raconter combien les Juifs étaient méprisables et combien la victoire des Alliés avait été une catastrophe. Alors dites-nous comment l'auteur, Cécile de Prairie, grandit dans cette ambiance familiale de collabo alors que la France est devenue officiellement résistante et anti-nazie. Comment fait-elle pour se distinguer de cet univers de pensée, pour s'opposer à cette idéologie, pour la dénoncer tout en ne reniant pas sa mère ni sa famille ? Eh bien, elle étudie. Elle fait de leur option politique un objet d'étude approfondie et devient une brillante intellectuelle. La fille de la propagandiste devient historienne, spécialiste de la France de Vichy, spécialiste de la collaboration des Français avec l'ennemi, avec les nazis. Ainsi donc, et c'est cet ouvrage qui nous l'enseigne, pour exister, quand son propre père, sa propre mère et même toute sa famille sont reconnus par la société dans laquelle on grandit comme des criminels, comme des salauds, l'une des solutions est de prendre le problème à bras-le-corps, de devenir des spécialistes du crime dont les parents sont coupables. Devenir spécialiste, c'est mettre à jour les singularités du crime en question, son contexte d'émergence, c'est identifier ses logiques propres, les conditions de sa réalisation, c'est peut-être aussi chercher les modalités pour le prévenir et même, pourquoi pas, concevoir des pistes pour guérir ceux qui en ont été victimes. Alors, pour en savoir plus, on lira avec passion La propagandiste de Cécile Desprairies, publié aux éditions du Seuil, un grand livre.